Bienvenue sur la deuxième formation de Crowd Product Training, la formation sur comment créer votre propre plateforme de vente en ligne ou site internet multilangue. Alors, dans cette formation, nous allons voir trois aspects. Nous allons voir d'abord les CMS, les Content Management System pour développer votre application. Donc, comment les choisir, lesquels. Nous allons voir comment les installer. Et après, nous allons également voir nous allons avoir des notions de programmation, de HTML, de PHP, de CSS. Nous allons voir les différents principes des langages de programmation, les différences entre l'ASP, le PHP, le Java, l'Ajax, le XML. Nous allons voir quels sont les différents langages de programmation, à quoi ils servent. Nous n'allons pas rentrer en détail sur chacun d'eux, mais nous allons voir comment les utiliser sans avoir 10 ans d'expérience dans le code. Vous pouvez tout à fait utiliser des générateurs de code. Il existe plein de générateurs de code pour chacun des langages de programmation. Donc, il suffit juste d'utiliser les générateurs. Ils vont vous faire votre code sans avoir à être un professionnel du code et avoir codé pendant des années. N'importe qui peut le faire en fait. Alors au niveau des technologies, d'abord, il y a trois grandes technologies sur Internet. Il y a tout ce qui est PHP, puis en général c'est PHP MySQL, c'est LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Vous le verrez de manière récurrente sur Internet dans les serveurs. Vous avez tout ce qui est ASP, donc ASP c'est Microsoft. Et vous avez du Tomcat. Tomcat c'est des serveurs Java. En règle générale, surtout en Europe, les gens utilisent du PHP. Pourquoi? Parce que c'est complètement open source. Tout est open source, ça n'appartient pas à Microsoft. Tout le monde peut coder dedans. Vous avez des quantités de bases, vous avez des bases bien plus importantes de CMS en PHP qu'en ASP, et encore moins qu'en Tomcat. Donc, je vous recommande très fortement de prendre du PHP MySQL. Alors, comment fonctionne un serveur? Comment est-ce que vous pouvez uploader un site internet? Donc un serveur, quand vous prenez un serveur mutualisé et que vous ne faites pas l'infogérance, vous laissez une compagnie comme OVH gérer l'infogérance, ce que je vous recommande fortement si vous n'avez aucune notion d'internet. Si vous n'êtes pas du tout un développeur, ne rentrez pas dans les serveurs dédiés, ne vous amusez pas à gérer vous-même les DNS, ne vous amusez pas à gérer votre bind et tout ça. Laissez OVH le faire, ce sont des professionnels, ça vous coûtera 1 euro par mois, ça ne coûtera strictement rien. Et ils vont faire ça de manière impeccable. Si vous maîtrisez, bien sûr, vous pouvez vous amuser à le faire parce que vous pouvez faire plus de choses après. Si vous le faites vous-même, vous aurez plus d'accès, vous pourrez envoyer plus de mails, vous pourrez faire quelque chose de plus costaud. Mais si vous voulez une solution simple, tout ce qui est gestion du serveur, laissez les professionnels le faire, laissez OVH le faire, ça coûte strictement rien. Et ils vont faire ça de manière impeccable. Après, il faut savoir uploader quand même votre site internet. Bon, c'est vrai qu'il y a des applications qui permettent des installateurs faciles, on appelle ça, qui vont vous installer tout sans même que vous ayez à uploader ou toucher quoi que ce soit. Je vais quand même vous montrer comment le faire via FileZilla, c'est quand même mieux. Donc via FileZilla, vous pouvez uploader tous vos scripts. FileZilla, c'est votre interface entre votre ordinateur et le serveur à distance. Donc vous allez taper votre adresse IP, votre user FTP et votre password. Là, vous allez vous connecter directement et ce sera du drag and drop. Vous déplacez avec la souris les fichiers que vous transférez et vous transférez sur le serveur. Donc, quand vous voulez installer une application, vous devez juste transférer sur le serveur. Les applications modernes, normalement, vous n'avez pas à toucher à la base de données. L'application va gérer toute la base de données. Si c'est pas le cas, si vous prenez une application un peu vieillotte qui n'a pas un système qui implémente automatiquement la base, il va falloir que vous passiez par phpMyAdmin. Bon, vous n'êtes pas obligé de passer par phpMyAdmin, mais c'est quand même de loin le plus simple. De très très loin le plus simple, phpMyAdmin. Je vous rassure,
Que vous passiez par OVH, que vous passiez par GoDaddy, que vous passiez par Gandhi, que vous passiez par Book My Name, que vous passiez par Dailybox, que vous passiez par n'importe quel provider internet, ils vont tous vous fournir à minima, c'est le strict minimum, ils vont tous vous fournir les accès FTP, les accès MySQL et le lien vers PHPMyAdmin. C'est le minimum. Donc ils vont tous vous le fournir. Donc FileZilla vous permet d'uploader vos fichiers sur le serveur, donc votre CMS, WordPress, Joomla, CentOS, le CMS que vous aurez choisi. Et si le CMS ne gère pas tout seul la base de données, vous aurez à passer par PHPMyAdmin pour l'uploader. Qu'il le gère ou pas, je vous conseille quand même de regarder un peu comment ça fonctionne dans PHPMyAdmin. C'est pas indispensable. Hein. Si vous voulez juste installer sans rien comprendre et installer, ça marchera très bien sans. Oublie. Mais si vous rentrez dedans, vous pouvez commencer à faire des requêtes. L'avantage de PHPMyAdmin est que il vous fait toutes les requêtes que vous voulez, il vous montre les requêtes, comme ça vous avez juste à les copier-coller dans votre script PHP et ça fonctionne. C'est un très gros avantage. Si vous ne maîtrisez pas le SQL, passer par PHPMyAdmin, c'est graphique, ça marche, vous avez aucune notion à connaître, il va tout vous faire très bien, sous les innovations qui sont vraiment très puissantes de PHPMyAdmin. Donc maintenant, voyons voir quel CMS choisir. Un CMS, c'est Content Management System, c'est l'outil en fait qui va vous permettre de faire votre site, votre application. Bien sûr, vous pouvez créer votre application tout seul, si vous êtes un bon codeur. Mais moi j'en ai créé plein des applications, mais bon, je créais ça il y a 12 ans, 13 ans quoi. Aujourd'hui, les applications, on les code plus, elles sont déjà codées. Pour une boutique en ligne, il y a déjà eu plus de 1000 développeurs qui ont travaillé sur des projets comme PrestaShop, comme OS Commerce, comme Zencard, comme Magento. Bon, vous n'arriverez jamais, même si vous travaillez 15 ans dessus, vous n'arriverez jamais à un outil aussi perfectionné, aussi puissant que PrestaShop ou Zencard ou Magento. Donc ne vous embêtez pas à essayer de le coder vous-même. Même si vous adorez coder, même si c'est très bon, ne vous emmerdez pas à ça. Prenez un projet open source, déployez-le. Donc, comment choisir? Bien d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il vous faut une boutique en ligne, la vente en ligne? Donc, s'il vous faut de la vente en ligne, deuxième question, est-ce que vous êtes un codeur? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est capable de rentrer dans le code, de bidouiller, de changer tout ça? Si vous êtes un codeur, que vous voulez tout gratuit, vous voulez rien payer du tout, je vous recommande de l'OS Commerce ou du Zencard. Pourquoi? Parce que OS Commerce et Zencard, tout est gratuit. Vraiment, vous trouverez des plugins de tout gratuits dedans. Vous pourrez tout installer, vous avez des centaines de chartes graphiques gratuites. Et le code est très simple à comprendre. Vous pouvez rentrer dedans directement et le modifier. Il n'y a pas grand chose à connaître pour pouvoir modifier dans OS Commerce et Zencard. Si vous ne voulez pas coder du tout, si vous ne voulez rien avoir à faire avec la technique, que vous voulez quelque chose de très joli qui fonctionne nickel, et que vous êtes prêt à payer un peu plus cher, enfin, le module de base est gratuit. Hein. PrestaShop comme Magento, les modules de base sont gratuits. Mais après, chaque plugin, si vous voulez vous interfacer avec telle banque, ils vont vous demander de l'argent. C'est l'avantage et l'inconvénient. PrestaShop Magento, c'est un outil qui est génial. Il y a des plugins surtout, ça marche nickel. Mais c'est plus, je dirais que OS Commerce, c'est plus de l'HTML traditionnel. PrestaShop Magento, c'est plus développé Ajax. Ils ont vraiment tourné ça à côté Ajax. Et ça rend beaucoup plus joli, c'est en général plus joli. Mais c'est beaucoup plus compliqué à travailler dans le code, c'est beaucoup plus chiant à travailler dans le code que de l'OS Commerce et du Zencard. Donc vous allez avoir un travail plus fini, mais beaucoup plus dur à modifier. Si vous n'êtes pas un professionnel, un pro du code, je vous déconseille, et que vous voulez coder à l'intérieur, je vous déconseille PrestaShop car il est quand même, c'est pas facile de coder dedans. Par contre, si vous voulez pas coder, mais vous êtes prêt à acheter les modules, prenez PrestaShop et les modules vous les achetez. Hein. C'est pas des sommes énormes, hein. C'est 50 euros. 50 euros un module. Donc avec PrestaShop, vous avez un module qui fonctionne direct. Voilà. PrestaShop de base est gratuit, mais chaque module en plus, par exemple, vous voulez une charte graphique pour un restaurant, là vous allez devoir payer la charte graphique du restaurant.
vous voulez une plateforme de paiement qui est reliée à une banque très particulière, à la banque postale, vous allez devoir payer le module pour la banque postale. Voilà, chacun des modules, vous allez devoir les payer. Donc, voilà, c'est ça. Vous êtes codeur, vous voulez tout gratuitement, prenez Westcommerce, prenez Zencard. Vous n'êtes pas codeur et vous êtes prêt à payer, allez sur PrestaShop, sur Magento, si vous voulez des trucs très spécifiques. Si vous voulez juste une boutique en ligne avec PayPal, PrestaShop, tout est gratuit. Hein. Allez-y. La deuxième grande catégorie, c'est vous n'êtes pas intéressé par une boutique en ligne, vous êtes intéressé par un site de présentation. Site de présentation, WordPress, il vous fera ça très bien. Vous voulez quelque chose d'autre, vous voulez autre chose qu'une boutique en ligne dans un site de présentation. Vous voulez par exemple lancer votre propre plateforme de paiement en ligne, vous voulez lancer votre propre PayPal, vous voulez lancer votre propre Facebook, vous voulez lancer votre propre méga upload. Et dans ce cas, il va falloir trouver des CMS spécifiques. Là, il y a plein de plateformes comme clonescript.com, hotscript.com, scriptcopy.com. Tout cela sont des grandes banques de scripts. Il y a GitHub aussi qui est très connu. Vous avez, vous avez des grandes banques de scripts où vous pouvez prendre le script que vous voulez. Ils sont tous open source, ils sont tous gratuits. Et vous avez juste à les déployer et puis ça va fonctionner. En fait, tout ce que vous voulez faire, quel que soit le projet que vous avez en tête, dans la grande majorité des cas, il a déjà été développé par quelqu'un d'autre, voire par une équipe de programmeurs, et ils l'ont déjà mis en open source, donc vous pouvez juste le télécharger, l'exécuter, et ça fonctionnera. Alors, comment faire un joli site pour les nuls? Alors, l'erreur que 95% des sociétés font, c'est se dire, moi, je veux mon design, je veux prendre mon designer qui va me faire mon design spécifique. Voilà, parce que moi, franchement, je préfère pouvoir choisir. Et je préfère avoir ma petite voiture ici. Et ça, c'est une erreur. Tout le monde fait cette erreur. C'est agaçant parce que pour ça, ils vont prendre un web designer qui va leur coûter peut-être 1500 euros par mois, voire 2000 euros par mois. Le web designer va lui faire une jolie maquette en image, un PSD, super, un PSD. Et après, qu'est-ce qu'il va faire avec un PSD? Il faut l'adapter au CMS, il faut l'intégrer au CMS. Donc vous avez votre designer qui va vous coûter 1500-2000 euros. Après, vous allez devoir trouver un intégrateur, partir d'un PSD pour l'intégrer dans un PrestaShop ou même dans un Westcommerce qui est beaucoup plus simple à intégrer. Et il va falloir aller 2 semaines. 2 semaines si on maîtrise l'outil. Plus si on n'est pas habitué. Voilà, on rajoute 1000 euros, 1500 euros. Bon, minimum 3000 euros. Minimum 3000 euros pour intégrer la charte que vous voulez en partant de zéro. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3000 euros? Bien, aller sur n'importe quelle plateforme de templatisation. Il y a Template Monster, il y en a plein. ThemeForest. Et pour 3000 euros, vous allez pouvoir acheter 40 templates. Donc acheter un template sur les plateformes de templates, parce que eux vendent des templates pré-intégrés. Quand vous achetez le template, vous avez le template sous les yeux, vous voyez ce que c'est, vous voyez à quoi ça ressemble, et c'est tout simple. Hein. Vous le téléchargez, vous l'installez, enfin, vous l'uploadez, c'est fini, ça fonctionne. En 10 minutes c'est fait et ça vous coûtera 40 fois moins cher. Et au moins vous êtes sûr du résultat. Alors que quand vous passez par un designer, vous avez toutes les chances de vous planter parce que d'une part le designer peut se planter, il peut comme ça va lui prendre longtemps à faire, il peut se planter quelque part, et après c'est l'intégrateur qui va devoir l'intégrer, et lui ça va lui prendre encore plus de temps et il peut encore plus se planter, donc si vous n'êtes pas satisfait, il faut recommencer tout à zéro. Super. Donc ne passez pas par un designer, prenez les templates. Si vous voulez, vous pouvez prendre un template qui correspond à 80% de ce que vous voulez, et après vous changez les images. Ça c'est pas compliqué, hein. Changer une image, rajouter un petit plugin ou faire des modifications, changer une couleur. Bon, c'est rien du tout à faire ça. Mais partir de zéro, je le déconseille totalement. Faut plus partir de zéro aujourd'hui. Hein. Faut partir d'une maquette existante qui fonctionne nickel. Vous l'uploadez, si vous n'êtes pas satisfait, vous la modifiez, vous l'adaptez à ce que vous voulez, mais surtout vous partez pas de zéro. Donc comme je vous le disais, prenez une plateforme de template. Ici nous avons templatemonster.com, ce sont les plus gros, sont les plus connus. Donc templatemonster.com,
Là, vous avez des templates à 67 $, donc 40 euros. 40 euros, entre 40 euros et 3000 euros. Et bon, c'est pas obligé de prendre le premier prix, hein. Vous pouvez prendre, il y en a à peu près à tous les prix, mais en règle générale, ça tourne autour de 50 euros. Donc vous prenez, vous dites, celui-ci m'intéresse, vous l'avez sous les yeux, il fonctionne, il est cool. Celui-ci m'intéresse, vous l'achetez, vous recevez. Le deuxième avantage est que sur Template Monster, vous pouvez dire, bon, j'ai pas envie de m'emmerder, Template Monster, vous m'installez tout, et puis basta. C'est cool, hein. Vous leur dites, bon bah, disons la fonction, hein. C'est pour 70 euros de plus, ils vont vous installer le site et ils vont tout vous faire. Donc si vous voulez pas vous emmerder, vous dites simplement, bon tenez, je vous donne 70 euros de plus, et vous m'installez le site. Ils vont vous le faire, et puis basta. Bon, si vous voulez pas investir les 70 euros, c'est pas un problème, hein. Vous prenez le template normal, vous le téléchargez, vous l'uploadez, ça fonctionne aussi. Vous l'exécutez, ça va marcher. Donc voilà, prenez un template monster, ça vous coûte pas grand chose. Alors ici, là je vais vous parler des différents logiciels gratuits qu'il vous faut absolument. Donc vous allez avoir besoin de FileZilla. FileZilla, je vous en ai parlé plus tôt, c'est ce qui va vous permettre de communiquer entre votre ordinateur et le serveur. Donc, tout ce qui est transfert de fichiers, FileZilla, c'est indispensable. Vous allez probablement avoir besoin de EasyPHP. Bon, c'est pas indispensable EasyPHP. Si vous avez votre serveur en ligne, bon bah vous pouvez tout faire sur votre serveur en ligne. Mais EasyPHP, ça vous permet d'administrer simplement un serveur en local sur votre machine pour tester. C'est facultatif, mais c'est quand même recommandé. Tout ce qui est test, testez-le en local. Je vous recommande également le logiciel comme Composer ou NVU. Si vous avez Dreamweaver, vous n'avez pas besoin de Composer, vous n'avez pas besoin de NVU. Mais bon, Dreamweaver coûte la peau du cul alors que Composer et NVU sont gratuits. Grosso modo, c'est la même chose. Ça, c'est pas aussi bien, mais pour débuter, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'artillerie très très lourde pour débuter. Composer, je n'utilise que Composer et c'est très puissant. Donc Composer, je suis en train de parler de Composer, mais je ne vous dis même pas ce qu'il fait. Donc Composer, ce que c'est un WYSIWYG. What you see is what you get. C'est donc un outil graphique qui vous permet de générer votre code HTML, de faire vos pages HTML sans connaître rien au HTML. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel en HTML pour coder en HTML. Vous avez des générateurs qui vous le feront. Donc Composer est un générateur de HTML. C'est comme sur Word. Vous êtes sur Word, vous pouvez faire votre pagination comme vous voulez. Sauf que Word sauvegarde en .doc ou .docs. Bien, Composer sauvegarde en HTML. Donc ça va vous générer votre HTML et voilà, tout simplement. Autre outil très utile sera Notepad++. Notepad++, pourquoi? Parce que c'est un éditeur de texte qui permet de mettre des codes couleurs pour identifier un peu les balises. Donc quand vous codez, c'est indispensable d'avoir un code couleur, sinon vous allez vous perdre complètement, vous ne saurez plus rien. Qu'est-ce qui fait quoi? Le code couleur, ça indique directement à l'œil nu le code. Bon, si vous voulez pas coder, si vous voulez pas toucher au code, si vous voulez pas rentrer dans la technique, ça vous servira à rien. Mais si vous voulez modifier le site, par exemple, modifier le site sans passer par l'administration, des modifications plus lourdes à apporter, comme modifier le CSS ou modifier du code dans le site, Notepad++ est indispensable. C'est indispensable d'une part car ça vous indique le code, ça a un code couleur, donc vous allez comprendre tout de suite le code. Et c'est indispensable car ça a un moteur de recherche multiscript. Donc par exemple, si vous avez un élément sur la page où il y a un bug quelque part, vous pouvez tout à fait prendre l'élément et dire à Notepad++, trouve-moi ceux qui parlent de ça, ceux qui utilisent ça dans tout le site, au niveau de la source. Il va vous trouver l'élément exact qu'il utilise et vous n'avez plus qu'à le modifier. Vous êtes dessus sans connaître le CMS. Si c'est un gros CMS, Notepad++ va prendre peut-être 1 ou 2 minutes, hein. Mais au bout de 2 minutes, il va vous dire ça se trouve ici, l'élément se trouve ici.
Donc c'est cet élément qu'il faut modifier, vous le modifiez et ça fonctionne. Alors que si vous ne connaissez pas la source, vous n'avez jamais touché à ça, bonne chance pour modifier par vous-même, parce que vous n'avez aucune idée de où est-ce que ça se trouve. Même si vous n'avez aucune idée, Notepad++, lui, il va faire une recherche globale, il va le trouver. D'autres logiciels qui sont utiles, c'est Access et Apache OpenBase. Pourquoi? Bien parce que ce sont des générateurs graphiques de requêtes SQL. Donc si vous avez des requêtes, bon, si vous avez déjà fait du SQL, ça va, mais si vous avez des requêtes un peu compliquées, Access et Apache OpenBase va vous générer tout ça de manière graphique. Ça, vous n'avez pas à coder vous-même les requêtes. Bon, si vous gardez les fonctions de base de PrestaShop ou les fonctions de base de OS-Commerce, vous n'avez pas à le faire, hein, mais si vous voulez commencer à faire des statistiques ou à adapter un peu le code ou changer quelque chose et que vous ne connaissez rien au SQL, utilisez Apache ou Apache OpenBase ou Access, il va vous le générer pour vous. Donc maintenant que vous avez les différents logiciels, on va faire un petit exercice, on va installer OS Commerce. On va installer OS Commerce et PrestaShop. On commence par OS Commerce, on voit de fond en comble comment installer OS Commerce. Donc OS Commerce, vous devez le télécharger d'abord, vous le téléchargez, et vous allez sur FileZilla. FileZilla, en haut, vous avez votre host, l'utilisateur, ou user en anglais et password. Et là, vous envoyez ça sur votre serveur à distance. Donc vous mettez ça dans le répertoire www. C'est le World Wide Web. Donc ça va être le site internet. Vous envoyez tous les fichiers dessus. Tout simple. Donc vous cliquez sur OS Commerce dans votre ordinateur via FileZilla. Vous faites un clic droit de la souris, envoyez et ça envoie. Tout simple. Donc voilà, maintenant que vous avez uploadé tout OS Commerce sur le serveur, il n'y a plus qu'à l'installer. Donc vous allez sur le site et automatiquement vous avez le système qui se met en mode d'installation. Donc vous pouvez commencer l'installation. Donc là j'ai pris la version anglaise pour avoir la version française. J'ai pris la version anglaise parce que bon, les cours ce sont des cours international. Je vais traduire tout ça en anglais, en chinois et en italien. Donc oui, je parle l'anglais, le chinois, l'italien. Je parle pas très bien le chinois, mais on sera plus un traducteur qui va le faire. Mais bon. Donc on va traduire ça, on va l'étudier dans différentes langues. Donc je vous l'ai mis en anglais, ça tout le monde peut comprendre. Donc vous êtes dessus, vous cliquez sur Start. Donc voilà, vous avez la base de données. Donc dans 99,9% des cas, ça va être localhost. Ça va pas être le cas si vous êtes sur un serveur mutualisé OVH. Si vous êtes sur un serveur mutualisé OVH, vous allez avoir le nom du serveur mutualisé OVH pour SQL qui est différent du nom du serveur mutualisé pour le FTP. Donc chez OVH, ça va être différent. Mais c'est pas grave. Chez OVH ou chez n'importe quel fournisseur, ils vont tout le temps vous envoyer ces informations par mail. Donc vous aurez la base de données du serveur, enfin le host, vous aurez le username, qui est l'utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données. Quel que soit le fournisseur que vous avez pris, ils vont tous vous le fournir, je vous rassure. Donc vous continuez. Là, on va vous demander le nom du site internet, donc Cross-Border Training Store Presentation. Donc le nom, toutes vos informations, l'information pour l'administration. Et voilà, vous continuez. Et c'est fini. Ça a été vite fait. Hein. Voilà, c'est installé. Bon, maintenant, on peut aller sur la boutique ou l'administration. Donc c'est fini. Donc voici la boutique en ligne. Si vous cliquez là-dessus, vous aurez la boutique en ligne. Et si vous cliquez là-dessus, vous aurez l'administration. Vous allez devoir supprimer via FileZilla le répertoire install. Bon, ne le supprimez pas complètement, renommez-le install 99876145321, un truc que personne ne va trouver, ce qui fait que personne ne va pouvoir vous l'écraser, mais au moins si vous avez besoin de le réinstaller, vous l'avez toujours sous le coude, vous pouvez le remettre en install et le réécraser. Vous allez aussi, donc les 6 étapes là, vous allez devoir aussi renommer l'administration, hein,
rename the administration directory local to. Donc oui, changer le nom, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, sinon quelqu'un peut y accéder. Enfin, il va pouvoir, les gens connaissant admin peuvent y accéder. Si jamais ils ont chopé votre mot de passe ailleurs, ils vont pouvoir se connecter. Bon, s'ils n'ont pas votre mot de passe, ils vont être bloqués. Mais si jamais ils connaissent votre mot de passe, si jamais vous l'avez utilisé ailleurs, quelqu'un peut le trouver. Changer la configuration du config en 4.4.4 pour que les gens n'y aient pas accès. C'est une question de sécurité. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Review directory permission administration to secure. Donc oui, là vous pouvez vérifier vos permissions, c'est du côté de l'administration. Et pareil, du administration tool for protected using HTML. Vous pouvez mettre un HT password sur un HT password, c'est un password Apache. Bon, c'est l'artillerie très très lourde, et vous pouvez le gérer à partir. Vous pouvez installer un HT password. C'est pas obligatoire. Je vous le suite, c'est pas obligatoire. Si vous l'avez, vous avez quelque chose de hyper protégé. Si vous l'avez pas, c'est déjà très protégé en soi. Donc maintenant, vous achetez un template sur Template Monster, le template que vous voulez, vous l'uploadez. Donc ici, on a pris le template gratuit. Donc c'est juste un template gratuit qu'on a uploadé. Donc il est gentil, on va dire. C'est pas du super sexy, mais bon, c'est du gratuit. Pour le test, on n'avait pas envie d'investir de l'argent juste pour tester et faire la démo. Donc un template gratuit. Donc après, vous avez la version multilangue. Il vous faut si vous voulez rentrer à l'international et traduire en italien, en espagnol, en ce que vous voulez. Vous allez sur addons.oscommerce.com/category/language, et là il y a 379 plugins de langue. Pour vous dire que toutes les langues y sont. Vous aurez toutes les langues déjà traduites, c'est gratuit. Comme je vous le disais, OS Commerce, tout est gratuit, c'est l'avantage. Vous n'aurez pas à traduire quoi que ce soit. Donc vous prenez le plugin, vous le téléchargez et vous le réuploadez. Donc là vous l'avez téléchargé, vous le réuploadez. Oui, je suis sur un PC chinois, donc chez moi c'est en chinois. Mais chez vous ce sera en français ou en anglais, c'est pas très compliqué, hein, c'est send, donc envoyer. Donc vous renvoyez admin include, là c'est mis comme ça. Et donc du côté de l'administration, du côté du back office, vous allez sur localization language, et là vous allez sur new language et vous tapez la nouvelle langue, le chinois par exemple. Si on a pris du chinois, donc en chinois, c'est du chinois, oui c'est du chinois, le code et le répertoire. Donc c'est bien beau d'avoir votre site en multilangue, mais bon, avoir un moteur multilangue, si les produits ne sont pas traduits, ça va pas le faire. Donc il faut quand même traduire les titres, traduire les descriptions produits. Donc pour cela, eh bien, vous allez dans catégorie produit. Chaque catégorie, chaque produit sur la droite aura son petit drapeau avec sa langue. Donc vous pouvez mettre les traductions. Si vous ne savez pas comment traduire en chinois ou en espagnol ou dans la langue que vous voulez, sachez que on a un support de cours spécifiquement fait pour traduire vos documents dans n'importe quelle langue. Donc profitez de ce support de cours, il est pas cher. Et voilà, vous pourrez donc traduire tout comme ça, tout simplement. Alors, pour le paiement, la règle unique, la seule règle qu'il faut comprendre, c'est utiliser PayPal, utiliser Payoneer, utiliser Google Checkout, utiliser n'importe quelle plateforme en ligne qui fait du paiement en ligne. Prenez la plateforme par défaut sur OS Commerce, hein, comme ça tout est configuré, ça marche, mais PayPal est très bien. Mais la règle absolue est surtout ne passez pas par votre banquier. Surtout. Le banquier, tout ce qu'il sait, il connaît la finance, hein, mais la technique, il connaît strictement rien. Ça fait 12 ans que je travaille, que j'installe des plateformes en ligne, des boutiques en ligne. À chaque fois, j'ai installé peut-être une vingtaine jusqu'à présent, pour des clients, une vingtaine de plateformes
d'interface de gateway entre la boutique et la banque. Le banquier, j'ai l'impression de parler, je sais pas, je parle chinois avec lui, il comprend strictement rien, mais vraiment rien, rien. Il a en plein milieu de sa page les informations qui sont en rouge clignotant, lui indiquant que c'est tel plugin et qu'il faut faire ça. Comme il comprend ni plugin, ni PrestaShop, il comprend rien, strictement rien, donc il pourra pas vous aider. S'il ne peut pas vous aider, eh bien, laissez tomber, hein. Passez pas par lui. Le pire, c'est que, première chose qu'il va vous faire, c'est, vous voulez une plateforme de paiement en ligne, pas de problème. Vous payez, vous prenez un contrat VAD qui va vous coûter 20 euros par mois, que ce soit installé ou que ce soit pas installé, j'en ai rien à branler. Mais vous allez payer 20 euros par mois. Et au final, ça marchera pas parce que j'y connais strictement rien et que je suis incapable de vous aider. Et que au final, c'est quand même moi qui dois vous aider, hein. Donc, ne passez surtout pas par votre banque. Franchement, ne le faites pas. Passer par des plateformes de professionnels, les gens qui connaissent, qui savent ce qu'est une boutique en ligne. Pour qui c'est même pas ce que c'est une boutique en ligne. J'étais vraiment affolé quand je travaillais avec eux. C'était catastrophique. Une horreur. Enfin bon. Donc les modules. Les modules, vous allez dans... Enfin le paiement, vous allez dans module, paiement. Et là par défaut vous avez le PayPal Express Checkout, qui est très bien. Donc vous allez sur éditer et vous l'éditez. Pour la livraison, bien, vous allez dans module, shipping, installer, vous allez installer des modules. Donc vous avez différentes façons de le faire. Je vous recommande la façon simple, c'est les zones by rates. Donc vous allez installer un module par zone géographique. C'est tout simple ça. Sinon, vous avez plein de différents modules sur addon.oscommerce.com/catégorie shipping module. Vous allez trouver tous les modules possibles. Sinon, au niveau des taxes, ah oui, bon, désolé, c'est le slide pour les Chinois et en Chine, taxe, hop, taxe, 0. On supprime, il n'y a pas de taxe. C'est beau la Chine. En France, bon, vous allez devoir vous taper du vin, hein, désolé. Mais bon, ça reste au même endroit. Oui, c'est juste le même. Donc, ça, c'est les images que j'utilise pour mon PrestaShop, enfin pour mon OS Commerce pour les Chinois. Donc, location, tax, donc tax rate. Au lieu de faire delete comme on l'a sur l'écran ici, vous faites éditer, vous remplacez la taxe par 20. Je crois que c'est 20 actuellement en France. Et voilà, c'est fini, ça fonctionne, c'est beau. Donc vous avez un joli petit site OS Commerce qui fonctionne nickel. Et RAS. Donc maintenant, on va voir pour PrestaShop. Sur PrestaShop, donc là, comme je suis en Chine, PrestaShop reconnaît que je suis en Chine et me propose par défaut la version chinoise. Donc je vous rassure, par défaut il va vous proposer la version française, hein, parce qu'il va reconnaître que vous êtes en France, ou au Canada, ou en Suisse, ou je sais où on parle français. Donc il va reconnaître où est-ce que vous vous trouvez, et donc vous placez le PrestaShop dans la langue qui vous intéresse. Donc moi je vais demander en anglais quand même, parce que travailler full en chinois j'ai un peu de mal, et donc je l'ai mis en anglais. Donc là, exactement comme pour OS Commerce, on vous demande les accès à la base de données, donc localhost, le username, le password et le préfixe de la table, donc le ps underscore, c'est très bien. Vous pouvez tester, vous pouvez valider. Et alors, pas de chance, j'ai laissé ça comme ça parce que ça va peut-être vous arriver vous aussi. Normalement ça fonctionne, je vous dis, normalement ça fonctionne. Mais la version de mon PHP, quand j'ai fait le test, ne marchait pas. Donc j'ai une erreur au niveau de l'installation, j'ai bien comment faire. Donc si vous aussi vous avez une erreur au niveau de l'installation, au niveau de PrestaShop, ça va peut-être marcher nickel, hein. Donc si ça marche nickel, c'est cool. Mais si vous avez une erreur au niveau de l'installation de PrestaShop, vous pouvez faire un réflexe, vous vérifiez sur internet qu'est-ce qu'il y a. Moi, après la vérification sur les forums, c'était simplement ma version de PHP qui n'était pas adaptée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur prestashop.com/en developer-version, donc les différentes versions antérieures, et j'ai pris la version 1.5 de ça. Donc là j'ai pris la version 1.562, j'ai recommencé. Donc j'ai installé la 1.562 qui elle a marché nickel. Donc
suis passé directement à l'étape suivante, je n'ai pas remis les étapes précédentes, parce que vous avez déjà vu. Donc là, vous mettez le titre de la boutique, vous dites vos services, vous mettez votre nom, prénom, votre adresse email et le mot de passe d'administration. Et vous réinstallez. Et là, ça va marcher nickel. Tadam, ça fonctionne. Donc ici, exactement comme sur l'OS Commerce, vous allez avoir votre boutique, la boutique et le meuble. Donc voici la boutique. Ça, c'est la boutique par défaut. Allez, je la trouve très sexy pour un template gratuit, le template par défaut. Donc vous avez votre boutique. Et quand vous essayez de vous connecter à l'administration vous dit c'est bien, mais vous voyez tout de suite que bon, c'est bien, mais vous deviez changer vous devez supprimer l'installation. Donc ici dans FileZilla, vous pouvez supprimer l'installation. Et on voit aussi que l'administration, le lien de l'administration a changé. C'était plus admin, mais admin 6.8 quelque chose. Donc vous pouvez le voir comme ça. Donc vous supprimez l'administration, l'installation. Soit vous supprimez le répertoire d'installation, soit vous le renommez install 98221614321, ce qui fait que personne ne va le trouver. Ça marchera et au moins vous pourrez le réutiliser plus tard si jamais vous avez besoin de réinstaller. Et donc vous voici dans l'administration, le back-office. Donc sur le back-office, là vous allez pouvoir prendre des thèmes. Donc vous allez dans module et thème catalogue. C'est la façon la plus simple. Ça, vous n'avez même pas à l'uploader, il va tout gérer pour vous. Si vous n'avez pas déjà acheté un template sur Template Monster, bon, PrestaShop a déjà son système de template où vous pouvez acheter des templates sur sa base. Acheter chez PrestaShop, comme ça va marcher nickel, vous n'avez pas à uploader. Vous pouvez acheter ces templates Monster, ça marchera aussi. Après, pour tout ce qui est monnaie, donc par défaut je pense que vous ça va être configuré en euros, donc vous n'aurez pas grand chose à faire. Donc ici comme la présentation a été faite à l'origine pour des Chinois, nous avons le RMB qui est configuré. C'est bien beau, mais pour l'international il faut mettre soit du dollar américain soit de l'euro. Donc vous pouvez changer entre le dollar américain, enfin entre le RMB, vous convertissez, vous allez dans localisation et currency, vous pouvez changer par dollar et euro. Alors pour PayPal, il faut installer PayPal. Il existe deux modules PayPal. Il existe le module PayPal États-Unis et le module PayPal Europe. Donc prenez le module PayPal Europe. Donc ça se trouve dans www.prestashop.com/en/partner-free-module. En fait, ça dépend de votre version de PrestaShop. Certaines versions, le module PayPal est déjà préintégré, certaines versions, il ne l'est pas. Dans cette version-là, il ne l'était pas, donc il faut le télécharger sur le site officiel de PrestaShop. Donc vous le téléchargez. Donc là, vous êtes sur prestashop.com/en/partner-module-free-module. Et vous avez PayPal Europe. Cliquez sur Free Download et vous le réuploadez dans le répertoire module de PrestaShop. Donc une fois que vous l'avez réuploadé, vous utilisez le moteur de recherche en haut dans le back-office, vous tapez PayPal et vous allez automatiquement retrouver le module que vous venez d'uploader qui n'est pas installé. Vous avez en gros Not Install, donc vous cliquez sur Install et voilà. Il est quasiment installé. Maintenant il faut configurer quand même vos accès à PayPal. Donc quand vous êtes en train de l'installer, il va vous demander des accès sur PayPal. Donc bon, vous suivez la procédure. Vous choisissez le Express Checkout pour que ce soit plus rapide. Ça vous permettra de... Bon, selon eux, ça augmente de 30% les ventes. Je suis pas sûr. Mais c'est vrai que c'est plus simple, donc ça devrait quand même augmenter les ventes. Donc là, vous allez devoir vous connecter à PayPal, vous cliquez sur Sign Up. Je pense que vous aurez tout en français si vous avez pris la version française. Sign Up. Vous vous connectez. Sign Up Now. Vous vous connectez avec... vous avez déjà tapé votre mot de passe, vous tapez votre email avec le captcha qu'on vous affiche. Ce n'est pas mon password, je vous le dis tout de suite. Si vous essayez ça sur mon PayPal, ça va vous refuser. Ça risque même de bloquer votre adresse, donc je vous le déconseille.
Donc PayPal va vous afficher votre API user, votre API password et votre signature, signature électronique. Donc vous les copiez-coller dans votre boutique PrestaShop. C'est la troisième étape. Donc vous les avez copié-collés. Configuration Express, yes. Sandbox, non. Ce n'est plus vous n'êtes plus dans la sandbox. Et voilà, ça fonctionne. Congratulations, you can now start accepting PayPal with payment with PayPal. Donc vous pouvez maintenant recevoir vos paiements avec PayPal. Donc pour les règles de TVA, c'était pareil. Vous avez c'est la version chinoise, donc ça va vous énerver, hein, je sais. En Chine, il n'y a pas d'impôt. Au revoir. On marque c'est l'international. Donc vous aussi, si vous vendez uniquement à l'international, vous n'avez pas de TVA. Mais bon, si vous vendez en France, vous allez devoir avoir la TVA qui est à 20. Vous la configurez à 20. C'est à 20 ou 19,6 ? Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté la France que je sais plus. Bon, quand j'étais en France, c'était à 19,6. Je crois que c'est passé à 20. Donc, les langues. Là, vous allez dans Localization, Language. Et vous faites, vous avez vos différentes langues. Vous pouvez ajouter les langues. Donc comment faire? Vous allez sur prestashop.com/en/translation. Et ici, vous prenez les langues qui vous intéressent et vous les uploadez directement sur le serveur. Voilà, donc là nous allons installer le module allemand. Donc language, add new. Et voilà, c'est installé. German dit installé. Donc au niveau du transport, donc vous allez sur shipping, carrier, vous aurez de ça en français, hein, si vous avez pris la version française. Donc update, shipping location and cost. Donc là, vous mettez votre transporteur classique. Vous voyez, vous avez un petit drapeau américain. Si vous cliquez dessus, vous aurez toutes les versions en fait. La version anglaise, version chinoise, version taïwanaise. Le taïwanais c'est du chinois, mais c'est du chinois plus compliqué en fait. C'est le chinois traditionnel, alors qu'en Chine populaire c'est du chinois simplifié. Petit cours. Ou l'allemand. Donc vous cliquez sur le drapeau et vous traduisez, vous donnez vos traductions. Vous pouvez également uploader votre propre logo et donner une adresse de tracking si c'est la poste a son propre système de tracking. Donc vous donnez l'URL tracking, comme ça les gens peuvent vérifier par eux-mêmes où en est la livraison. Donc là vous pouvez mettre un prix par zone géographique. Donc en Europe par exemple, si une zone géographique est par poids. Donc si ça pèse plus que, bon là j'ai mis un poids énorme, hein. Vous pouvez mettre entre 0 et 1 kg, ça va vous coûter 5 $ pour l'Europe. Et ça va vous coûter 10 $ pour l'Afrique par exemple. Entre 1 kg et 5 kg, ça va vous coûter tel prix. Donc là vous pouvez gérer complètement le coût de la livraison par poids et par zone géographique. Vous pouvez faire un haul si vous voulez pas vous embêter. Vous mettez un poids global. Mais c'est vrai que ça vous permet de travailler de manière très fine sur la livraison, le poids par zone géographique. C'est de toute façon, vous pouvez soit travailler par poids, vous avez la case en haut, billing, soit vous travaillez par le poids, le weight c'est le poids, soit vous travaillez par le prix, donc price, calling to total price. Donc le prix va indiquer, en fonction du prix, ça va être un pourcentage par exemple. À vous de choisir, vous choisissez la règle que vous voulez en fait. Donc maintenant il va falloir mettre à jour les catégories et les produits. Donc vous allez sur catalogue et catégorie. Là vous avez le petit bouton de droite pour modifier les catégories, ou vous pouvez cliquer sur add new pour ajouter une nouvelle catégorie. Donc vous pouvez modifier. Quand vous êtes sur la catégorie, vous avez le titre, name et la description. De la même manière que partout ailleurs en fait,
Vous avez le petit drapeau pour dire c'est la version anglaise, la version taïwanaise, ou la version chinoise, ou la version allemande, ou la version française. Donc là-dessus, vous pouvez traduire tous vos catégories, tous vos produits. Donc pour traduire, comme je disais, on a un support de cours pour vous expliquer comment traduire dans n'importe quelle langue pour pas grand chose, sans passer par Google Traduction, parce que Google Traduction va vous faire un travail de sagouin. Donc si ça vous intéresse, prenez-le. Donc les produits, c'est pareil. Donc catalogue, products, donc produits. Donc soit vous modifiez, soit vous ajoutez un nouveau. Donc là, eh bien, les produits, un titre court. Donc le drapeau, si vous cliquez sur le drapeau, vous avez automatiquement la nouvelle version enfin la version taïwanaise, chinoise, allemande, française, la langue que vous avez déjà installée, quoi. Pour ensuite aller sur price, les prix. Donc là, vous avez les prix. Vous avez les prix à l'unité, qui est le pre-tax retail price. Et voilà, vous pouvez le paramétrer, vous pouvez mettre votre règle de taxe dessus. Donc, eh oui, c'est la Chine, nos taxes. Bon, en France, vous mettez votre taxe. Et bon, le shipping. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer le poids. Par exemple, ce produit, on dit qu'il fait 15 kg. Donc, s'il fait 15 kg, en fonction des règles du transporteur, ça va coûter tel prix ou tel prix. C'est une façon c'est la façon gérée par PrestaShop pour le faire. C'est très bien. Vous pouvez choisir votre transporteur. Je veux que ce soit transporté par la poste, par exemple. Alors, truc pas mal, c'est que vous pouvez importer vos produits. Donc, si vous l'avez déjà sur une version OS Commerce par exemple, vous pouvez importer, vous avez déjà une boutique sur OS Commerce ou sur Excel ou quoi que ce soit, vous pouvez importer vos produits pour les pré-remplir. Donc maintenant que vous avez fait vos produits, vos catégories, la plateforme de paiement, le moyen de livraison, vous avez tout traduit, donc vous avez votre boutique, il vous faut changer le logo. Donc pour changer le logo, vous allez dans préférences, thème, préférence thème, et là vous pouvez vous aurez le logo d'en-tête, le logo pour la version mobile, le logo, les différents logos. Sur la dernière version de PrestaShop, je l'ai testé après, vous l'avez en version onglet. Faites bien attention à la version mobile parce que la version mobile ne sera pas forcément adaptée. Donc mettez un logo pour la version mobile, c'est différent du logo pour la version en tête, en fonction de ce que vous avez sur le mobile, quoi. C'est pas forcément parfaitement adapté sinon. Vous pouvez également mettre votre favicon. Vous pouvez choisir si vous voulez qu'il soit pour smartphone et iPad ou juste smartphone. Oui, donc à vous de choisir. Et voilà. Donc là, vous pouvez également éditer ou supprimer les blogs qui ne vous intéressent pas. Les blogs qui ne vous intéressent pas. Donc vous avez la grosse page globale. Comment éditer ou supprimer un blog? Vous allez dans module, position. Donc là, dans module position, vous avez le Run Live Edit. Donc vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous allez retourner sur le site en front page, mais avec un système d'administration. Voilà. Donc là, vous avez cliqué dessus, vous avez l'administration. Donc ici, vous pouvez déplacer, vous pouvez faire des drag and drop. Donc vous pouvez déplacer les éléments comme vous voulez dans la page. Vous pouvez les supprimer, si vous n'aimez pas cet élément, vous le supprimez. Et voilà, ça supprime tout simplement. Donc pour éditer le bloc footer, dans le footer en fait, vous allez dans module position et vous recherchez footer en fait. Là vous allez avoir un paquet de, vous allez en avoir beaucoup sinon. Pour rechercher, vous faites CTRL F sur votre clavier. CTRL F, ça va vous lancer votre moteur de recherche naturel de votre navigateur Mozilla. Vous aurez le moteur de recherche normal de Mozilla. Que vous soyez sur PrestaShop, que vous soyez sur OS Commerce ou que vous soyez sur n'importe quel site, hein. Vous allez sur Wikipédia, vous faites CTRL F, ça marchera aussi, hein. Quel que soit le site internet, CTRL F, ça fonctionne. Vous recherchez footer, vachement important de connaître les raccourcis clavier. Footer, et là vous allez trouver directement les modules qui sont relatifs au footer que vous allez pouvoir adapter comme vous. Et voilà,
Vous avez votre boutique en ligne, sympa, sans avoir la moindre notion technique. C'est magique, ça fonctionne, c'est cool. Bon, bien maintenant enfin, vous avez votre boutique qui est jolie, qui est belle, ouais, qui est adaptée. Mais on va quand même voir le côté technique, comment mettre à jour le site, comment changer, l'adapter à vos couleurs, votre charte graphique. Par exemple, Cross Border Tuning, vous avez vu on a un site, bon, il est tout en chinois, donc ça va pas vous intéresser beaucoup. Mais il a déjà son style graphique qui ne correspond pas du tout au style de PrestaShop. Donc on va voir comment adapter le style de PrestaShop à une charte graphique, la charte graphique que vous voulez, sans passer par un template acheté. Bon, si vous achetez un template, c'est sûr que bon, vous l'achetez, c'est terminé, c'est installé, ça fonctionne. Mais en restant sur la version gratuite, je vais vous montrer comment adapter votre site à vos couleurs. Par exemple, là, normalement, vous avez acheté j'espère que vous avez acheté. Hein. Normalement, vous avez acheté le module sur une boutique en ligne qui est la boutique de Cross Border Training. Bien, cette boutique, c'est tout simplement PrestaShop version gratuite que nous avons adapté à la couleur de Cross Border Training, le site principal. Donc comment faire ça? Donc voyons un peu le côté technique. Bon, voyons, je ne vais pas rentrer tout de suite, il y a encore quelques slides avant de rentrer sur les modifications. Voici les langages de programmation, les langages serveurs. Donc, il faut bien comprendre les différents langages. Pour comprendre les langages, il faut voir qu'il y a les langages côté utilisateur, vous avec votre navigateur, Internet Explorer, Mozilla, Chrome, et il y a le serveur à distance, le serveur web, qui est mutualisé au serveur dédié, qui utilise du PHP ou du MySQL. Donc quand vous connectez un site avec Mozilla, vous appelez le site via Mozilla, le site appelle le serveur qui lui utilise PHP et MySQL. C'est peut-être normalement, si vous avez suivi mes recommandations, vous avez pris PHP MySQL. Donc le serveur va traiter à distance votre requête en utilisant PHP et MySQL. Il va générer du HTML. Il va utiliser PHP et MySQL pour générer du HTML et vous envoyer l'information. Il va pas traiter il va juste vous envoyer le HTML et votre navigateur va interpréter le HTML. Donc il va comprendre le HTML et dans le HTML vous allez faire des appels à du CSS, les feuilles de style, donc le design en fait. Le CSS va être également interprété par votre machine en local. C'est pas le serveur à distance qui interprète le CSS, c'est votre ordinateur qui l'interprète. Pareil pour le JavaScript et l'Ajax. Tout ce qui est en JavaScript et en Ajax, c'est le serveur à distance qui le génère, qui vous l'envoie, mais qui s'est interprété sur votre machine. C'est votre machine qui comprend cette information, qui la traite. Donc le JavaScript et l'Ajax sont des moteurs, ce sont les moteurs puissants, ce sont des moteurs qui sont utilisés sur votre machine. Donc le moteur se trouve entièrement sur votre machine et est exécuté sur votre machine. Donc ça peut ralentir votre machine, mais ça fait que le serveur à distance est beaucoup plus rapide. Je vous explique ça pour que si jamais vous décidez de coder plus tard et d'être un vrai codeur, un pur et dur, un puriste, vous compreniez que le JavaScript c'est bien pour tout ce qui est présentation, c'est bien pour fluidifier le système. Vous pouvez tout faire en JavaScript et en Ajax, sauf que en JavaScript et Ajax, si vous faites quelque chose de vraiment nickel, que vous ne voulez pas que vos concurrents le prennent, c'est raté. Parce que comme c'est exécuté sur la machine de tout le monde, eh bien tout le monde a accès au code. Il suffit de vous cliquer sur CTRL U et vous avez accès au code, vous voyez tout. Donc n'importe qui peut copier-coller le code et l'utiliser pour être votre propre concurrent. Pire que ça, bien pire que ça, si jamais vous faites l'erreur de vous connecter à MySQL via PHP ou Ajax, qui est une erreur monumentale, si vous faites ça, je vous tape. Ne faites surtout pas ça, parce que en faisant ça, vous utilisez les mots de passe et les mots de passe MySQL sur le JavaScript et l'Ajax, qui eux-mêmes sont envoyés sur les machines locales de tout le monde. Donc tout le monde a accès à votre mot de passe, il est en clair, il est visible, tout le monde peut y avoir accès.
Alors, n'utilisez jamais de connexion MySQL et MySQL directement à travers le JavaScript ou l'Ajax, parce que là vous donnez accès à tout le monde, c'est open bar, votre serveur est ouvert. Si vous voulez faire des connexions, vous passez par du PHP de manière intermédiaire. Donc, quels sont les différents langages? Je vais très vite, hein, mais j'essaie de vous donner des notions quand même, que vous compreniez un peu à quoi servent chacun des éléments. Donc, quels sont les rôles de chacun des langages? Le HTML, ça sert juste à l'affichage. Le HTML, c'est con, ça n'a aucun moteur, c'est pas... Bon, le HTML5 commence à avoir son moteur intégré. Il est pas mal, le HTML5. Mais le HTML normal, c'est juste de l'affichage. C'est juste une page Word, typiquement. Ça affiche quelque chose, mais ça n'a pas de moteur en soi. Le CSS, les feuilles de style. Les feuilles de style, ça permet de faire un design. En soi, vous n'avez pas besoin des feuilles de style. Sans feuilles de style, ça fonctionne aussi, mais ça va faire que vous avez toutes les feuilles de style directement dans le code HTML. Donc, si vous utilisez Composer avec les fonctions de base, vous n'avez jamais rien fait. A priori, vous allez utiliser sans CSS et le design va être intégré directement en HTML dans les variables, enfin dans du style à l'intérieur des balises HTML. Ça fonctionne, hein, mais c'est plus lourd à gérer et c'est beaucoup plus compliqué à mettre à jour. Donc, si vous faites un site full HTML sans CSS et qui fait 150 pages et que dans 6 mois vous désirez changer la charte graphique, vous allez galérer. Alors que si vous avez géré ça en CSS, vous avez juste à changer une page, une feuille CSS et la totalité du site change. Donc pour la maintenance, c'est beaucoup plus simple de gérer ça en CSS que en style dans le HTML. Donc, le CSS, ça sert à administrer la totalité, à homogénéiser votre site au niveau du décor et à rendre beaucoup plus maintenable votre site à long terme. Parce que vous avez juste un élément à changer pour que tout change. Le PHP, bon, c'est le moteur du site. Donc avec le PHP, vous générez le HTML. C'est le moteur, en fait. Toute l'intelligence est dans le PHP. Quels sont les autres langages? Il y a le JavaScript et Ajax. L'Ajax, c'est la version améliorée de JavaScript. En fait, l'Ajax, c'est du JavaScript connecté à du XML. Donc, ça vous permet de... c'est un moteur qui est, comme je vous l'ai dit, c'est un moteur qui est exécuté sur la machine locale de l'utilisateur, sur le Mozilla, sur le Chrome, sur l'Internet Explorer, sur l'Internet Explorer. Oui. Donc le moteur se trouve sur la machine et ça fluidifie le système. On n'a plus besoin de rafraîchir la page à chaque fois. C'est le très grand avantage du JavaScript et de l'Ajax. Oui, c'est un bel avantage. Donc MySQL, c'est tout ce qui gère la base de données. Donc il est important que vous sachiez l'utiliser, ou du moins les requêtes de base comme les select, les insert, les updates, les recherches. Mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin de savoir vraiment l'utiliser. PHPMyAdmin va tout gérer pour vous, du moins toutes les requêtes simples, il va vous le gérer et il va vous les montrer. Il va vous montrer la requête qui a été exécutée, donc pour la copier-coller dans vos scripts de PHP si vous voulez. Et il va bien entendu vous montrer le résultat. Donc il y a le Flash, sinon c'est une autre technologie adaptée au web. Bon, le Flash était très utilisé entre 2003 et 2008. Tout le monde utilise du Flash. C'était là, c'était ouais, on va faire du Flash, on va faire un site, on veut du Flash. Ok. Aujourd'hui, plus personne n'utilise le Flash. Hein. C'est très rare qu'un développeur utilise du Flash. Mais ça reste, les animations restent en Flash. Enfin, beaucoup d'animations sont faites en Ajax aujourd'hui. C'est plus joli, c'est plus de la vraie programmation que du Flash. Alors, voyons les bases du HTML. Donc, pour les bases du HTML, vous pouvez prendre un tutoriel en ligne sur le HTML. Hein. Ça ne mange pas de pain, c'est très bien.
Mais je vous conseille de prendre des solutions WYSIWYG. Je vous ai conseillé Composer. Vous installez Composer et avec Composer c'est tout simple, hein. C'est comme Word. Vous avez, vous pouvez insérer vos images, vous pouvez faire de pagination, vous pouvez faire vos tableaux, vous pouvez faire ce que vous voulez exactement comme Word. Vous pouvez même prendre votre site internet via Composer et la modifier, hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est du WYSIWYG. What you see is what you get. Vous faites ce que vous voulez. Et le troisième onglet en bas, c'est la source. Là, vous aurez tout le HTML. Si vous voulez le sauvegarder, vous sauvegardez et puis vous aurez votre nouveau site en HTML. Donc, si vous voulez modifier du HTML, utilisez Composer. Si vous ne connaissez rien à Internet, il vous fera tout très bien. C'est un logiciel open source gratuit. Vous avez Dreamweaver qui fait ça très bien, hein. Vous avez FrontPage qui fait ça très bien. Sauf que ceux-là coûtent la peau du cul. Alors que Composer est gratuit. Alors maintenant, voyons un peu de notions de CSS. Le CSS, c'est les feuilles de style, c'est le design. Donc pour cela, on va prendre l'exemple de Cross Border Training, donc le site principal de Cross Border Training, notre site. Donc, petit exemple, disons, on va modifier le menu en haut. Le Home, Service, PowerPoint, FAQ, News, Apply Online. On veut modifier ça. Comment est-ce qu'on fait pour modifier ça? Je vais pas rentrer dans du très compliqué, hein, mais juste le menu. Après, ça reste le même principe partout. Donc pour le menu, vous avez le site. Vous allez faire un contrôle droit de la souris pour faire afficher la source. Bon, là c'est en chinois. En français, ça va être afficher la source ou show source in English. Vous pouvez également utiliser le clavier. Vous faites un contrôle U. Si vous utilisez le raccourci clavier contrôle et U en même temps, ça va automatiquement vous afficher la source HTML de la page. Ici on l'affiche, la voici. Ici on voit trois liens vers des fichiers CSS. Donc c'est des style sheets, donc c'est css slash style.css. Le deuxième c'est css style slash style2.css et css slash style3.css. Donc voici les trois parties qui gèrent tout le design du site. Donc il n'y a que trois fichiers. Donc voici le style tout court, pas de numéro .css. Donc ici on voit du CSS pur et dur. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le body. Body ça veut dire l'actualité de la page. Donc ici en fait c'est ce qui gère le CSS. Donc par exemple body. Donc body font size 100%, donc c'est la taille d'écriture qui est une taille normale. 100% c'est 100%, donc normal. Normal, taille normale. Font family Arial Helvetica sans shérif. Donc c'est la police est de l'Arial. Mais si l'ordinateur ne possède pas l'Arial, alors ça va être du Helvetica. Mais si l'ordinateur ne possède pas du Helvetica, alors ça va être du sans shérif. Et si c'est pas du sans, s'il n'y a ni Arial, ni Helvetica, ni sans shérif, on sait pas sur quel ordinateur on est tombé là franchement, eh bien ça va être la version par défaut de l'ordinateur. Le background avec dièse F2, 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 c'est l'espèce de gris. F2, 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 c'est la codification du gris. Donc nous avons une couleur de fond gris avec une image répétée en abscisse, repeat X en haut. Voilà, tout simplement. Le container margin auto with 965 pixels, ça veut dire que l'élément qui s'appelle container, c'est le corps en fait, a une marge automatique et sa taille est de 900, la taille totale du container est de 965 pixels avec une police de 0,87% de la taille normale de la police, donc elle est un peu réduite. L'élément header a une hauteur de height, c'est la hauteur de 110 pixels. Le logo fait la taille suivante, 200 pixels, 240 pixels de large et 105 pixels de haut. Donc là, ça c'est du CSS. Ça, là-dessus, vous pouvez gérer. Si vous comprenez ça, c'est bien. Si vous ne comprenez pas les éléments à l'intérieur, utilisez Composer. Composer va vous le faire très bien ça. Si vous faites votre design avec Composer et vous récupérez le style de Composer que vous appliquez là-dedans. Si vous ne comprenez pas ce qu'il y a là-dedans, Composer lui va le traiter sans problème. Donc, je disais, on va prendre l'exemple, on veut changer le menu en haut, on va changer la couleur par exemple. Donc,
On prend l'élément home, on sait que le menu il y a le mot home à l'intérieur, on va afficher la source, on va rechercher où se trouve le mot home. Donc home, le voici, et on voit que le mot home se trouve dans un div ID CSS menu. Donc ce qui gère le menu, c'est le CSS menu. Donc oui, pour retrouver home, il fallait faire CTRL F pour faire un rechercher. Donc avec un CTRL F, donc rechercher le mot home, vous allez tomber directement sur home et vous allez voir tout de suite que c'est dans le CSS menu. Donc vous savez que c'est CSS menu qui gère le CSS du menu. Donc maintenant qu'on sait que c'est CSS menu qui gère le menu, eh bien il suffit de rechercher. Là je vais vous donner la technique pour quelque chose de très compliqué. En réalité c'est hyper simple, il y a 3 fichiers, donc 3 fichiers, clique le premier, le deuxième, le troisième si on l'a pas trouvé. Bon, si jamais on avait un système beaucoup plus compliqué avec une vingtaine de fichiers CSS, vous prenez Notepad++, le logiciel que je vous ai conseillé de prendre plus tôt. Avec Notepad++, vous faites un rechercher, donc c'est pareil, quand vous l'avez ouvert, vous faites CTRL F. Là, vous faites rechercher dans tous les fichiers. Find in Files. Donc là, vous recherchez CSS menu, et vous mettez le filtre étoile.css. Donc je veux rechercher dans tous les fichiers qui sont des points CSS. Vous lancez et il va tout de suite vous trouver le fichier CSS en question. Donc il va vous trouver que c'est le fichier le tout premier en fait, c'est style.css, le tout premier. Il le trouve à l'intérieur. Et donc il suffit de le modifier. Là on est dessus en fait. Donc vous avez le CSS menu ULLI. Donc ULLI c'est des sous-menus, c'est la façon en HTML de coder des menus. Donc il suffit de remplacer ça par la couleur, vous dites que c'est orange par exemple, et la taille, vous changez également la taille, donc font size 19 pixels, vous changez ces deux éléments, voilà, on a changé ces deux, et tadam, il est plus gros et il est en orange. Le home n'a pas changé car il était en mode actif, donc il avait un autre CSS qui lui passait par dessus. Donc home n'a pas été changé. Si on voulait changer le home, il faudrait changer également la classe CSS du active pour changer le home. Mais tous ceux qui ne sont pas actifs sont en plus gros et ont une couleur orange maintenant. Donc voilà comment changer le CSS, c'est tout simple. Un autre petit exercice de CSS. On a actuellement le site qui est le site PrestaShop, qui est une boutique, la boutique par défaut, c'est-à-dire une boutique toute noire. Or, le site principal est un site gris, enfin bleu à fond gris. Donc ce qu'on veut, c'est adapter le site pour avoir la nouvelle version toute belle, toute nickel, avec un fond, avec un menu bleu en fond gris et police de la même couleur. Donc comment faire ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc de la même manière, on ouvre les fichiers CSS, le fichier CSS global de PrestaShop. On voit quelles sont les couleurs en fait. Il vous faut rechercher d'abord les couleurs. Donc vous cherchez un background. Vous chopez les couleurs qui s'y trouvent. Vous voyez que par défaut il y a la couleur F4B61B. C'est la couleur par défaut de PrestaShop dans les CSS. Donc avec Notepad++, vous emmerdez pas, vous dites remplacer partout la couleur F4B61B, qui est la couleur par défaut de PrestaShop, par la couleur que vous voulez, qui est le bleu, c'est le 237ACB. Alors si vous ne savez pas comment faire ça, je vais vous l'écrire ici. Si vous ne savez pas comment faire ça, c'est simple, mode Composer, à sa palette de couleurs. Vous choisissez la couleur que vous voulez via Composer, via la pipette de Composer. Et là, quand vous avez choisi votre couleur, vous vous dites HTML et vous aurez la version en HTML. Donc ça vous indique que c'est la couleur 237ACB. Donc j'aurais dû le rajouter, mais bon, c'est via Composer dans la palette de Composer des couleurs que vous voyez quelle est la couleur. Donc sur Notepad++, vous faites un remplacer partout l'ancienne couleur par la nouvelle couleur. Vous lancez remplacer partout.
Alors sur le même fichier global.css qui se trouve dans thème default css global.css, vous allez trouver le footer. Donc il y a le footer qui avait une couleur particulière, qui est un gris, c'est la couleur 333. Et bien vous la remplacez par le 237 ACB qui est la couleur de votre couleur prédominante sur le site principal. Donc de la même manière, vous remplacez ça par le 237 ACB, par votre couleur, la couleur que vous voulez, pour changer le footer. Alors là, vous allez avoir un souci, ça va être sympa, mais tout ce qui est en image, tout ce qui est CSS, code couleur de CSS, va être remplacé, mais tout ce qui est image ne sera pas remplacé, ça restera du noir. Donc là, il va falloir que vous changez les couleurs de background des images. Donc sur Windows, vous devez faire un rechercher de tout ce qui est background. Les backgrounds sont codés en BG underscore quelque chose. Donc le quelque chose c'est étoile sur Windows pour dire je veux tout ce qui est BG underscore quelque chose. Et vous savez, je vous le dis, par défaut c'est tous des points PNG. Donc vous faites rechercher étoile pour rechercher bg underscore étoile.png, et là vous allez avoir toutes les images de fond de PrestaShop qui vont apparaître. Vous allez avoir bg underscore bt underscore compare.png, bg card pour voir le panier, bg search submit, donc le bouton de recherche, le background du bouton de recherche, le background, la couleur de fond, l'image de fond du bouton de recherche. Vous allez les avoir tous. Donc vous pouvez prendre des logiciels comme Macro Media, comme Photofiltre, comme Photoshop. Ils sont bien jolis, ce sont des super logiciels, super puissants. Vous pouvez prendre GIMP qui est gratuit au moins. Mais pour quelque chose de simple, vous prenez MS Paint, le logiciel de base que tous les PC ont. Il n'y a pas un seul PC sur Terra, les Linux n'ont pas ça, mais tous les PC sur Windows ont MS Paint. MS Paint, vous gérez ça très bien. Vous prenez MS Paint, vous les ouvrez, vous changez la couleur, terminé. Vous les sauvegardez avec la couleur qui vous intéresse. Et voilà, vous aurez vos images de fond qui seront aussi adaptées à la nouvelle couleur. Si vous prenez des logiciels plus compliqués que MS Paint, comme Photoshop, comme Photofiltre, comme GIMP, eh bien vous pourrez faire des dégradés, vous pourrez vous amuser à faire quelque chose de plus poussé. Mais ne serait-ce que la couleur unique qui vous intéresse, c'est déjà bien, ça correspond déjà bien à ce qu'il vous faut. Et au moins ça, tout le monde peut le faire, ça n'a rien de particulier de choisir simplement cliquer une couleur. Donc même si vous n'avez jamais, même si vous n'êtes pas designer, vous n'avez jamais touché à Photoshop, vous n'avez jamais touché à GIMP, MS Paint c'est très bien. Je parle de GIMP parce que GIMP, si vous avez déjà entendu parler de Photoshop c'est bien, c'est un super outil, mais c'est un outil qui coûte la peau du cul. Ça coûte très très cher Photoshop. C'est plus de 1000 € la licence, alors que GIMP fait la même chose, est aussi puissant que Photoshop, et c'est gratuit, c'est open source, c'est le concurrent de Photoshop, totalement gratuit. Donc vous pouvez utiliser GIMP pour faire tous vos designs. Donc l'étape suivante, ça va être d'ouvrir les blocs. En fait, les CSS, les blocs ont chacun leur CSS en plus. Donc vous ouvrez les blocs comme module block language.css et avec Notepad++, vous l'ouvrez avec Notepad++, pour regarder à quoi ça correspond. Vous voyez que il y a des backgrounds, le background non-repeat scroll 00 ds000 point virgule, ça indique la couleur de fond. Là ça indique une couleur de fond noire. Pour le bloc langage 000 c'est noir. Le bloc langage, le fond est noir. Alors, vous voulez un fond du bleu normal, le bleu que vous avez sélectionné plus tôt, qui était le 23.7 ACB. Donc vous faites un remplacer partout dans tous les CSS qui peuvent se trouver sur le site. Si vous voyez background non repeat scroll 00
dièse 00, virgule, vous le remplacez par la même chose, sauf que vous remplacez le background par la couleur 00 par le 2, 3, 7, A, C, B, enfin la couleur qui vous intéresse. L'exemple est cette couleur, mais vous c'est la couleur qui vous intéresse. Donc vous remplacez partout, vous demandez à remplacer partout, et ça va remplacer tout de manière tout partout quoi. Vous faites pareil avec background de point dièse 000000, qui est l'autre façon de coder le noir. Oh, ils auraient pu coder black, hein, ça aurait marché. Mais 000 et 00000, ça indique aussi noir. Vous remplacez par la couleur qui vous intéresse. Et il y a un troisième, il y en a, quand vous, si vous testez, ça marche, c'est cool. Mais normalement, vous devrez avoir le CSS de Superfish Module Modified, Superfish Modify.css, qui a un background différent. Pourquoi il avait un background différent, je ne sais pas, mais il avait un background différent qui était 38, 38, 38. Bon, bah, vous remplacez partout background 38, 38, 38 par votre couleur. Et voilà, le CSS normalement c'est bon. Donc changer les couleurs. Oui, si, il y a aussi la couleur de fond du body. Parce que là, on a changé automatiquement les couleurs de fond de tous les menus. Donc avant tous les menus étaient en noir, maintenant ils sont en bleu. Mais même si on a changé la couleur de fond des menus, le site global, le fond, la trame de fond n'est pas le gris qui nous intéresse. Donc on va remplacer la couleur avant c'était blanc, on veut un gris léger pour s'adapter à la charte graphique de Cross Border Training. Donc pour cela on va dans thème défaut de CSS global.css, et c'est le côté body. Body c'est le corps de la page, donc toute la page, le background, ce n'est plus FFF mais c'est F2, 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 F2. Enfin, c'est 3 fois F2. Et là, vous aurez le fond gris. F2, 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 c'est la couleur que j'ai choisie, mais vous mettez la couleur que vous voulez. Hein. Et voilà, nous avons notre PrestaShop qui fonctionne. Tout simplement. Alors voyons maintenant le PHP. Pour du PHP, bon, le PHP est un langage quand même assez complexe. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail du PHP et vous expliquer le PHP, parce qu'il y en a pour très longtemps. Le mieux est que vous fassiez comme pour le HTML, vous preniez un générateur de PHP. Il existe plusieurs générateurs de PHP. Donc moi je vais vous conseiller le générateur que j'ai développé il y a bien 10 ans. Il y a bien 10 ans cela, j'ai développé ce générateur. Donc vous allez sur crossbordertraining.com/php form generator, écrit comme cela. Vous l'uploadez, vous gérez votre base de données avec phpMyAdmin, et ce générateur de PHP va se connecter à votre phpMyAdmin et va automatiquement créer tous les formulaires de création, de modification, de lecture, de suppression. Ça va vous générer votre formulaire d'administration de la base de données. Donc quand ça va vous le générer, bien, si vous voulez regarder à l'intérieur comment ça fonctionne, ça a rien c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué, mais au moins vous avez quelque chose, un générateur qui vous génère vos formulaires comme vous le voulez. Ça, vous pouvez l'utiliser, et c'est vraiment du PHP tout simple. Il y a rien de, il n'y a aucune fonction compliquée à l'intérieur, donc vous pouvez vous en inspirer pour comprendre le code et le réutiliser. C'est vraiment du PHP basique, hein. Donc vous pouvez entrer dedans et le comprendre assez aisément. Vous l'utilisez une bonne dizaine de fois, vous commencez à retravailler à l'intérieur. Quand vous aurez retravaillé une dizaine de fois le code, vous comprendrez bien comment ça fonctionne. Il y a également le script scriptcase. Vous allez sur scriptcase.net/download scriptcase. C'est un logiciel payant, mais ça fonctionne. Alors le SQL pour les nuls, bien, le SQL c'est relativement compliqué, pas très compliqué, hein, mais phpMyAdmin va vous faire tout votre SQL. Allez sur phpMyAdmin,
Vous tapez c'est graphique, c'est- c'est graphique, donc vous pouvez faire toutes vos insertions, vous pouvez faire toutes vos modifications, vos updates, vous pouvez faire toutes vos sélections, ça va marcher nickel. Et le gros avantage de PHP-admin est que quand ça exécute la requête, ça la génère et ça vous montre la requête. Donc vous pouvez faire quelque chose de très compliqué avec, ça va vous la générer pour vous, et vous avez juste à la copier-coller et à l'exécuter en PHP si vous voulez. C'est pas un problème. Quand vous démarrez en SQL, si vous n'avez jamais codé de votre vie, codez avec, utilisez PHP-admin pour générer vos requêtes. Et sachez que même les requêtes hyper compliquées, j'ai vu des codes, des gens qui avaient codé des systèmes. C'était, il y avait quoi? Il y avait 5 bases de données reliées ensemble dans une simple requête qui chacune faisait appel à peut-être 6 ou 7 tables. C'était une requête de 30-40 lignes, un truc monstrueux, mais vraiment, vraiment dégueulasse. Donc c'est une belle requête, un truc qui fait tout d'un coup, boum, massif avec des unions, des trucs bien 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 compliqués. Et t'as quelqu'un qui a changé une valeur dans une des tables et toute la requête a planté. Plus rien ne fonctionnait. Super. Une requête de 40 lignes. Tu demandes à quelqu'un de la corriger. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile à corriger. S'il faut la comprendre et elle est ultra ultra complexe. Or cette pauvre requête de 40 lignes, eh bien ce que j'ai fait c'est que je l'ai recodé. Je l'ai recodé en 5 requêtes de quelques lignes chacune. Toutes simples. Et ça a fonctionné nickel. Et le jour où quelqu'un fait une autre erreur et qu'il switch, qu'il remplace le nom d'une table ou le nom d'un champ, une connerie comme ça, eh bien s'il remplace le nom d'un champ ou il rajoute un champ ou il fait une connerie de ce type et que ça fait planter, ça peut arriver, mais ça fera planter la requête en question. Ça fera pas planter la totalité. Donc le fait de faire 5 requêtes simples que EasyPHP va vous générer sans problème, eh bien le moindre bug, ça arrive, ça peut arriver des bugs, le moindre bug ne fera planter que la requête simple, ça fera pas planter la totalité. Alors que quand ça fait planter la totalité, eh bien il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien. Et c'est beaucoup plus compliqué à modifier. Donc si vous voulez faire quelque chose de... si vous voulez apprendre, utilisez PHP-admin. C'est tout simple, hein, c'est rechercher, vous tapez ce que vous voulez rechercher, ça va vous faire. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus compliqué que PHP-admin avec quelque chose où vous pouvez déjà faire des relations entre 4-5 tables et faire des unions ou faire un truc bien couillu, bien complexe, prenez pas un PHP-admin, prenez Access. Vous prenez Apache OpenBase, OpenOffice Base, qui est la version open source de Access, qui est gratuite donc. Et ça va vous permettre de faire des requêtes très compliquées. Vous pouvez imbriquer, vous pouvez mettre des tartines de relations, imbriquées. Vous faites tout ça graphiquement, donc c'est graphique. Ça c'est lié à ça, ça c'est lié à ça, ça c'est lié à ça, tout est graphique. Donc c'est simple. Et vous dites, générez-moi la requête, ça va vous la générer, vous la copiez-coller, terminé. Donc vous voulez faire du SQL, prenez PHP-admin, il va vous le faire. Si vous voulez faire quelque chose de très compliqué, prenez Access ou Apache OpenBase, il va vous le faire. C'est gratuit, il va vous faire un truc très très compliqué, mais c'est lui qui va tout faire. Il va faire entier, vous copiez-coller à la requête SQL et ça marche. Voilà, tenez, ici j'ai pris par exemple la PHP-admin. Donc si vous allez sur Search, par exemple ici je vais chercher tout ce qui est dans Alibaba, tout ce qui appartient à Alibaba. Alibaba c'est une des plus grosses plateformes chinoises de vente en ligne, vous connaissez probablement. Donc tout ce qui appartient à Alibaba, vous tapez URL, vous allez dans le champ URL et vous faites un like pourcentage, ça veut dire, ce qui veut dire prenez tout ce qui est avant et tout ce qui est après, c'est pas grave, Alibaba. Donc tout ce qui a le mot Alibaba, ça va le prendre. Et vous voulez tout ce qui est Alibaba avec un email. Avec un email, une façon toute simple de le faire, c'est
like, pourcentage, arrobase. Tout ce qui est un email, je prends. Donc tous les comptes Alibaba avec un email, vous les prenez et vous lancez. Et là, vous voyez, vous avez, vous avez 240 000, non, pas 240 000, 24 000, non, 200, oh là, je sais même plus compter, 24 000 résultats, 24 000 résultats, mais vous avez surtout la requête SQL qui est générée select étoile from harvester where URL like pourcentage Alibaba pourcentage and mobile phone. J'avais oublié, j'avais mis le téléphone. Donc oui, le téléphone est une expression régulière non vide. Donc il y a un téléphone et un email avec un email. Voici la requête pour vous dire je veux tous les vendeurs sur Alibaba sur lesquels j'ai récupéré le téléphone et l'email. Donc vous copiez-collez cette requête SQL, vous pouvez la changer en PHP si vous le voulez, mais au moins vous l'avez généré. Alors maintenant, si vous voulez faire des animations flash, bon c'est rare, hein, il n'y a plus grand monde qui fait des animations flash aujourd'hui, mais si vous voulez quand même faire des animations flash, ce que vous pouvez utiliser Macromedia Flash, hein, bien sûr, mais c'est assez compliqué. Alors que en soi, du flash c'est une animation, mais qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui peut faire des animations très bien? Il y a PowerPoint. PowerPoint, tout le monde sait utiliser PowerPoint. Enfin, a priori, tout le monde sait utiliser PowerPoint. C'est extrêmement ergonomique, c'est très simple. Les animations, c'est 3 clics, on choisit l'animation. On a moins de choix, on peut faire moins de choses que sur Macromedia Flash, mais on a quand même un panel d'animations qui est très important. Donc, eh bien, prenez PowerPoint. Bon, prenez PowerPoint les dernières versions. La version 2013 fait ça bien. 2013, 2014, a priori la 2015 quand elle va sortir, on pourra faire ça très bien aussi. Mais vous faites votre animation en PowerPoint. Typiquement là, tout ce que je vous dis c'est les PowerPoint, hein, parce que les vidéos que vous voyez là c'est les PowerPoint. Je ne vais pas les convertir en Flash parce que ça ne me sert à rien. Je vais les convertir en vidéo. Mais vous faites votre animation en PowerPoint, vous la convertissez après au format SWF ou MP4 ou AVI. C'est simplement enregistrer tout et l'enregistrer au format que vous voulez quoi. Donc si vous voulez l'enregistrer au format SWF, c'est Flash, c'est l'extension du format Flash en fait. Mais vous pouvez tout à fait le convertir en Flash. Donc par exemple, voilà, là j'ai pris PowerPoint. En quelques minutes, bon, je vais insérer une image, hop, je prends la carte du monde sur la bibliothèque ClipArt de Microsoft. Voilà, j'ai différentes cartes du monde. Bon, typiquement, quand vous faites des logos, si vous voulez faire des logos de manière extrêmement simple, bon, vous pouvez prendre des logos gratuits chez Vistaprint. C'est une façon très simple de faire des logos. Ou alors vous prenez PowerPoint, vous prenez la bibliothèque ClipArt de PowerPoint, vous prenez toutes les images qui peuvent vous intéresser, vous remplacez ces images via PowerPoint. C'est comme ça j'ai fait pas mal de logos comme ça en 10 minutes, hein, des logos qui sont très sympas. Et en fait c'est juste du PowerPoint, hein, c'est juste la bibliothèque ClipArt de Microsoft qui est très fournie. Vous n'allez pas pouvoir faire des choses. Vous allez être limité à la bibliothèque ClipArt de Microsoft, mais la bibliothèque ClipArt de Microsoft c'est déjà plusieurs dizaines de milliers d'images, donc c'est déjà énorme. Donc oui, vous n'allez pas pouvoir faire, si vous voulez faire une jambe avec une chaussure, je sais pas quoi, ou si vous voulez faire un design spécifique, vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça. Là, vous allez devoir utiliser des outils comme GIMP, comme Photoshop. Mais si vous voulez pas vous emmerder dans le design et avoir quelque chose de sympa, vous prenez des clipart de Microsoft, vous les changez avec l'outil de dessin de Photoshop, qui est extrêmement simple à faire. Et vous l'adaptez comme vous voulez. Vous pouvez faire n'importe quel logo, c'est très rapide. Bon, là, on parlait pas des logos, on parlait de l'animation. Donc là, vous faites votre animation, vous la prenez. Vous avez rajouté le petit logo de la Chine, enfin des usines en Chine. Je vais aller assez vite. Vous ajoutez vos animations, Add Animation.
Hop. Vous rajoutez des clip art là. Typiquement c'est des boutiques, donc des clip art. Hop. D'autres que vous regroupez ensemble. Vous rajoutez inventeur qui est un clip art. Vous rajoutez de l'argent qui sont encore des clip art. Vous leur mettez des animations un peu compliquées avec les animations classiques de Photoshop, de PowerPoint. Et vous sauvegardez. Pouc. Vous sauvegardez. Lui ne propose pas de sauvegarder en SWF. Vous sauvegardez d'abord en PowerPoint. Si vous voulez le sauvegarder en SWF, vous le réouvrez ensuite avec OpenOffice. OpenOffice peut vous prendre du PowerPoint sans problème. Et après, lui, il peut le convertir en SWF. Mais si vous voulez le convertir directement en vidéo, bien, avec PowerPoint, vous convertissez en vidéo MP4. Non, c'est MP4, oui, si c'est ça, MP4. Et c'est sauvegardé. Voilà, là je l'ai ouvert avec OpenOffice. Vous reprenez la version un PowerPoint via OpenOffice. Et lui, vous dites, je veux le convertir en Macromedia Flash, SWF. Et vous l'avez en Flash. Donc je vais pas vous rajouter le SWF à l'intérieur de la vidéo. Ça n'a pas un grand intérêt, mais si vous voulez l'avoir, vous pouvez aller sur www.crossbordersharing.com/middleman.swf. Ça, vous pouvez l'intégrer après dans votre site. C'est juste pour vous pour voir ça. Mais c'est juste pour vous montrer qu'une animation flash toute simple comme ça, en une demi-heure, c'est terminé. Hein. Une animation qui explique le commerce international le commerce international entre la Chine et le reste du monde, et comment faire pour aider les sociétés chinoises. Ouais, c'était pour les Chinois ça normalement, donc comment faire pour aider les sociétés chinoises à se développer à l'international. En une demi-heure, via PowerPoint, vous avez votre jolie animation flash qui fonctionne. Donc maintenant, voyons pour les sites version téléphone portable, version mobile. Donc qu'est-ce qu'un site internet pour téléphone portable? Bien, c'est juste un site internet petit, c'est tout. Il faut juste un site de 300 pixels de large et vous avez un site pour téléphone portable. C'est compliqué. Donc comment faire votre HTML? Et bien, vu que c'est juste un site internet normal mais petit, vous pouvez faire un site internet normal avec Composer. Vous allez gérer votre HTML, il n'y a pas de souci. Exactement comme n'importe quel autre site. Bon, si vous avez utilisé PrestaShop, vous n'avez pas à faire ça. Hein. PrestaShop le fait par défaut. Si vous utilisez un CMS qui est déjà configuré pour avoir une version pour téléphone portable, c'est pas la peine de vous emmerder à refaire le système. Il fonctionne, il est déjà là. Donc, la seule différence entre un téléphone portable au niveau HTML et un ordinateur normal, c'est la taille de l'écran. Donc vous devez rajouter les deux balises suivantes qui sont là pour indiquer la taille de l'écran. Donc c'est Meta Content with Device with Initial Scale. Bon, c'est ça. Vous recopiez ça sur votre site en version téléphone portable. Et tous les navigateurs qui vont en venir dessus vont le considérer comme un écran de 300 pixels de large pour un téléphone portable. C'est tout. Alors, bon, vous avez fait votre site internet pour téléphone portable, il est beau, il est joli, vous êtes content, mais les gens qui vont aller sur votre site internet via leur téléphone portable vont taper votre nom de domaine par exemple. S'ils passent par un moteur de recherche sur le téléphone portable, ça devrait passer, parce que le moteur de recherche est fait pour aller sur la version portable et pas sur la version normale. Mais si lui, il tape le site directement s'il tape l'URL du site, par exemple www.crossbordertraining.com, bien, s'il n'y a rien derrière, il va accéder sur le site normal. Il ne va pas accéder sur le site pour téléphone portable. Et donc, il aura le gros site pour écran 21 pouces, alors qu'il a un écran de 300 pixels. C'est pas beau. C'est pas bien. Donc, comment faire? Eh bien, il faut repérer quel écran il utilise, quel navigateur il utilise, et pour ceci c'est le user agent server user agent. Vous voyez l'information, c'est les 3 lignes. Vous faites un if service account server user agent mobile. Donc si c'est un téléphone portable, alors on arrête tout et on redirige sur la version mobile. Le die, c'est on tue l'application. Meta refresh, on tue l'application en affichant une redirection.
Donc on rafraîchit la page sur la version mobile. Et donc toute personne qui viendra sur le site principal avec son téléphone portable sera automatiquement redirigée sur la version portable. Ce serait con d'avoir un super site pour téléphone portable si les gens ne peuvent pas le voir et voient le grand site pour écran 21 pouces.